Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire plein feu. Un pour tous, tous pour un, la sécurité des patients commence par celle des soignants. Je suis Jennifer Zelmer, je suis présidente et directrice générale d'Excellence en Santé Canada et je suis heureuse d'être votre animatrice aujourd'hui. Je vous proviens depuis Ottawa, le territoire ancestral des Autochtones, dont les Anishinabeg. J'ai beaucoup de chance de pouvoir y travailler et y vivre même lorsqu'il fait très froid comme aujourd'hui. Une des choses que j'ai apprises par rapport à cet endroit, c'est que les bassins versants de cet endroit sont depuis le début des temps, un lieu de rassemblement, un endroit où les gens se réunissent pour apprendre. Alors, j'espère que virtuellement, nous pouvons poursuivre dans cette tradition, dans ce pays qui est le pays des peuples autochtones depuis le début des temps. Alors, maintenant que nous avons amorcé ce webinaire, nous vous invitons à vous présenter dans la boîte de clavardage et nous dire depuis quel territoire ancestral vous vous joignez à nous. Avant de passer directement dans le contenu formel du webinaire, j'ai quelques annonces à faire. Un petit rappel que la séance d'aujourd'hui est enregistrée. Pour ceux d'entre vous qui ne pouvaient pas être présents en direct, vous pourrez nous voir en différé. Si vous avez besoin d'aide, de soutien technique, dites-le dans la boîte de clavardage. Et si vous voulez voir la transcription en anglais en direct et les sous-titres, vous pouvez cliquer sur l'onglet CC au bas de l'écran. Pour le français, malheureusement, les sous-titres ne fonctionnent pas. Cela dit, la transcription sera disponible en différé. Alors, maintenant que cela est fait, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire pour tous pour un, comment la sécurité des patients commence par celle des soignants. Alors, je suis très heureuse d'avoir cette occasion, d'avoir une conversation dans le cadre de cette série Plein Feu, où nous nous réunissons pour parler des choses qui sont importantes pour le façonnement de l'avenir de la sécurité et de la qualité dans les soins de santé pour aujourd'hui et pour demain. Je suis accompagnée aujourd'hui d'un groupe formidable de personnes qui vont parler des conditions de travail et de soins de manière à se concentrer sur la sécurité des soignants qui a un impact sur la sécurité des patients, c'est-à-dire comment prêcher par l'exemple pour soutenir la santé physique et psychologique au travail. Nous reconnaissons que certains des thèmes d'aujourd'hui peuvent être difficiles pour certaines personnes et vous pouvez particulièrement vous sentir en difficulté, surtout au vu de la situation actuellement. Alors, dans la boîte de clavardage, vous trouverez une série de ressources en santé mentale si jamais vous avez besoin de soutien, si vous éprouvez des difficultés, que ce soit vous ou un proche, vous pourrez utiliser ces ressources. Nous avons aussi Kathleen Gorman qui est thérapeute, qui est disponible. Elle sera en ligne pendant toute la durée du webinaire et pendant 2 heures après. Ces coordonnées seront affichées dans la boîte de clavardage et son service est offert gratuitement aujourd'hui. Alors voilà pour mes remarques administratives. À présent, j'invite à la conversation l'ensemble de nos panélistes. Alors, je vous invite à allumer vos caméras pour qu'on puisse vous voir. Alors, permettez-moi de présenter nos 4 panélistes et leur donner la possibilité de vous saluer. Si vous vous joignez à nous, je vous rappelle, présentez-vous dans la boîte de clavardage et si vous avez des questions, n'hésitez pas à saisir vos questions dans la boîte de clavardage lorsqu'elles vous viennent. Inutile d'attendre une pause, faites-le chemin faisant. Alors, je vois Alice sur mon écran et j'ai beaucoup de plaisir de vous présenter Alice Watt, spécialiste principale en sécurité des médicaments à l'Institut pour l'utilisation sécuritaire des médicaments du Canada et une pharmacienne en milieu hospitalier. Bonjour Alice. Bonjour à tous. Très heureuse d'être ici. Je suis vraiment heureuse de pouvoir travailler et jouer à Markham en Ontario sur le territoire des Haudenosaunee, Huron-Wendat, Anishinabeg, Seneca, Chippewa et les Mississauga du Crédit. J'ai travaillé comme pharmacienne dans la collectivité et à l'heure actuelle, je suis pharmacienne dans un hôpital
urbain et rural et je travaille aussi à l'ISMP Canada à titre de spécialiste à des initiatives virtuelles. Et je suis très heureuse d'être ici pour faire partie de ce panel et pour un sujet fort important. Je suis très heureuse que vous m'ayez invité. Je sais que cette journée est occupée et je vous invite à partager vos réflexions avec nous. Merci Alice. Ensuite, nous avons Wendy Nicklin. Je connais Wendy depuis de longues années. Wendy porte beaucoup de chapeaux, mais elle est patiente partenaire auprès de Patients pour la sécurité des patients Canada et nous sommes vraiment ravis de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Wendy? Merci à vous, Jennifer, merci à tous. C'est un honneur pour moi que d'être ici, d'avoir été invitée à participer à cette conversation. Je suis ici, comme Jen le disait, comme patiente partenaire de Patients pour la sécurité des patients et pour apporter le point de vue des patients. Par voie d'introduction, dans ma famille, j'ai une belle-sœur qui a eu une chirurgie cardiaque il y a une dizaine d'années qui s'est éveillée paraplégique. Et ça a été l'événement déclencheur qui m'a intéressée à la sécurité des patients. Et donc, j'espère pouvoir contribuer le point de vue des patients à vos conversations. Merci. Merci beaucoup, Wendy. Et merci surtout de porter ce chapeau que vous portez aujourd'hui pour cette conversation très importante. Il est important absolument d'entendre le point de vue des patients. Ensuite, Michael Garden, qui porte également beaucoup de chapeaux, dont celui qu'il porte aujourd'hui à titre de PDG de Santé et du Prince-Édouard. Oui, merci beaucoup, Jennifer. Bonjour à tous. Très heureux d'être ici comme PDG de Santé du Prince-Édouard. Vous m'avez peut-être déjà entendu, vous savez sans doute que j'ai un long historique dans le domaine de la sécurité des patients, surtout sur le plan des infections nosocomiales. Et je me réjouis d'avoir cette conversation aujourd'hui. Merci. Merci à vous, Michael. Et enfin, la dernière mais non la moindre, c'est l'avantage d'un cercle, tout le monde est égal. Nous sommes ravis d'accueillir Danielle Bellamy, qui porte également beaucoup de chapeaux, mais aujourd'hui, elle nous provient à titre de directrice des soins continus à l'autorité sanitaire de la Saskatchewan. Alors, nous élargissons notre rayonnement géographique. Bonjour, très heureuse d'être ici. Je vous proviens depuis le territoire du Traité 4. Quelques mots sur moi. J'ai commencé ma carrière à titre de technicienne en laboratoire et à présent, je suis dirigeante dans le système. Une mise en garde, j'ai un enfant en isolement à la maison, vous la verrez peut-être circuler derrière moi. J'ai essayé de la garder occupée avec une tablette électronique, mais elle a 4 ans, alors vous comprendrez que ce n'est pas une garantie. Alors, très heureuse d'être parmi vous. Oui, et si elle se joint à nous, j'espère qu'elle pourra nous saluer, nous dire bonjour et nous apprécierons sa participation également. Alors voilà, mesdames et messieurs, voici notre illustre panel pour aujourd'hui. Je me réjouis d'avoir cette conversation aujourd'hui et je pensais que nous pourrions commencer par partager le point de vue de tout le monde au sujet du fait que la pandémie semble définir notre vie, mais cet enjeu nous touche depuis bien avant la pandémie et continuera d'être important dans les années à venir. Il s'agit de cette relation entre la sécurité du personnel et la sécurité des patients, mise en exergue par la Journée internationale de la sécurité des patients, pas forcément l'année dernière, mais l'année précédente où c'était le thème principal. Il s'agit de voir comment tenir compte de l'ensemble des points de vue à cet égard. Alice, vous êtes sur la première ligne, vous prodiguez des soins directement. Comment voyez-vous cette relation? Pour moi, sécurité du personnel signifie sécurité physique, psychologique, sociale, affective, culturelle.
Quand je pense à la protection des patients, je m'imagine un gardien de but qui arrête une rondelle. Et comme toute bonne équipe de hockey, il faut avoir un bon gardien de but. Et pendant cette pandémie, il me semble que les rondelles nous parviennent à toute allure et nous essayons de notre mieux pour parer le plus possible ces rondelles pour ne pas les laisser passer dans le filet. Et il faut protéger les besoins des patients avant tout. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble pour moi? Au tout début de cette pandémie, on a entendu dire que des travailleurs étaient exposés à des patients. Ça présentait un risque pour eux. Beaucoup de prestataires de soins se sont appuyés sur leur expérience du SRAS. On est passé au téléphone. C'est ce qu'on avait fait au moment du SRAS. On l'a fait pour épargner l'équipement de protection individuelle parce qu'il y avait énormément de pénurie au début. On a essayé de se protéger de l'exposition, de protéger d'autres patients de cette exposition, protéger nos familles. C'est important pour moi parce que j'ai moi-même une maladie qui fait de moi une personne immunodéprimée. Alors, on a appliqué les pratiques exemplaires de partout au Canada et mon institut a produit des recommandations justement pour maintenir la sécurité de tout ça. Depuis, on a vu des exemples très innovants, des moyens par lesquels les pharmacies hospitalières ont pu dispenser des médicaments même dans des parkings d'hôpital. Merci, Alice. J'apprécie beaucoup vos exemples concrets et d'ailleurs, je pense qu'il sera sans doute question d'autres exemples concrets au fil de cette conversation. Ces choses qui ont bien fonctionné et sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Wendy, je passe à vous. Du point de vue des patients partenaires, des partenaires essentiels, comment percevez-vous cette relation? Eh bien, la relation est enchevêtrée. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Il ne fait pas de doute que c'est essentiel. Et avant d'aller plus loin, je veux dire que j'ai pu consulter beaucoup des membres de patients pour la sécurité des patients. Donc, je suis un peu un porte-voix pour ce groupe. Alors, la sécurité du personnel et celle du patient sont enchevêtrées, comme je le disais. Et c'est important de tenir compte de la culture parce que quand on parle de sécurité, on veut surtout compter qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne fait pas. Et pour moi, ce n'est pas ça la sécurité. La sécurité, ça signifie mettre en place, instaurer une culture dans le cadre de laquelle le personnel et les patients se sentent en sécurité et où il y a une relation réciproque. Je pense que trop souvent, on veut trop simplifier. Par exemple, énumérer le nombre des infections, mais c'est insuffisant. La culture est fondamentale. Merci beaucoup, Wendy. Je pense que ça me permet justement de passer à Michael, parce que Michael, vous avez toujours vu la sécurité d'un point de vue très général. Alors, avez-vous quelque chose à dire de votre point de vue? Oui, merci beaucoup. Écoutez, cet aspect me tient beaucoup à cœur à titre de médecin qui a occupé plusieurs fonctions en Ontario, maintenant à Santé du Prince-Édouard. Je pourrais vous parler pendant toute l'heure d'anecdotes où le personnel n'était pas en sécurité, et donc que ça a causé un préjudice direct au patient. Il y a une corrélation directe. Par exemple, un médecin tyran qui intimide les infirmières qui ne se sentent pas en sécurité et de dire ce qu'il et elle pensent. Ça se produit tous les jours dans le système de soins de santé. Donc, il y a un lien direct là. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque je suis devenue PDG ici à Santé Île-du-Prince-Édouard, lorsqu'on a passé en revue notre plan stratégique, la santé des équipes est devenue une priorité stratégique. Ça n'avait jamais été fait. On s'était toujours concentré sur les patients, 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 patients. Et pour justement rejoindre le propos d'aujourd'hui, on peut parler de santé et de sécurité des patients tant qu'on veut, mais et si le personnel n'est pas en sécurité, si le personnel ne se sent pas soutenu, s'il n'est pas respecté dans son milieu de travail, vous perdez votre temps. Et je ne vais pas soutenir de nouvelles initiatives de sécurité du patient tant qu'on ne se sera pas concentré sur la sécurité des praticiens. Il faut faire les deux à la fois. Et donc, à mon avis,
enfin, toute ma carrière, j'ai vu des gens lancer de nouvelles initiatives de sécurité des patients qui mènent à une culture où il n'y a pas de sécurité psychologique pour le personnel. Et ces initiatives échouent et échouent constamment. Donc, je pense que on en vient au nœud du problème de la sécurité des patients, c'est que l'ensemble de la communauté doit se sentir en sécurité, pas seulement le patient, c'est le patient et tous les autres. Oui, et vous avez raison, c'est véritablement une communauté parce que on est tous ensemble, que ce soit virtuellement, comme Alice l'évoquait, ou en personne. On établit des liens. Daniel, vous voyez certainement ces points de contact dans votre travail. Qu'en pensez-vous? Oui, tout à fait. Je dirais que comme dirigeante moi-même, je m'intéresse beaucoup à la sécurité des patients, mais je veux aussi reconnaître le besoin pour les dirigeants, les gestionnaires de se sentir en sécurité. Ils sont l'encre pour la première ligne. On sait que les changements continuent de se produire, mais au début de la pandémie, les changements étaient constants. Parfois, le matin ne ressemblait pas du tout à l'après-midi. Alors pour moi, il s'agit de soutenir mon équipe, de veiller à ce que mon équipe ait une communication très claire, qu'elle puisse se sentir en sécurité avec l'équipe de première ligne. Parce que si les gestionnaires se sentent en sécurité, les gestionnaires peuvent transmettre cette sécurité au personnel, expliquer les changements, ce qu'il faut faire, de sorte qu'ils puissent se concentrer à tout sur leurs patients, qu'ils ne soient pas confus par rapport à l'orientation. Donc, ça fait partie de mon rôle dans le cadre de cette pandémie, de veiller à ce que la communication soit claire et que les gestionnaires puissent dire ceci n'était pas clair, il nous faut davantage d'informations et se sentir soutenus pour signaler que certaines choses sont toujours floues. Alors, en ce qui me concerne, c'est important de veiller à ce que l'équipe de gestionnaires se sente aussi soutenue pour que ces gestionnaires puissent ensuite soutenir les équipes de soins directs qui soutiennent les patients à leur tour. Vous avez raison, Daniel. Il faut avoir une vue d'ensemble du cercle de la sécurité. Si on veut tous avancer, vous avez tous parlé du fait que les choses évoluent, que ce qu'on faisait dans le passé ne se fait peut-être plus de la même manière aujourd'hui. Permettez-moi d'ajouter une autre nuance d'ailleurs. Ce n'est que depuis quelques années, plus précisément pendant la pandémie, qu'on a pensé à la sécurité en ligne des prestataires de soins de santé, par exemple. Alors, j'aimerais vous donner tous l'occasion de parler de l'évolution. Je commence par vous, Michael, parce que vous avez parlé du fait que votre nouveau plan stratégique a pour priorité absolue la sécurité des équipes. Pouvez-vous me dire comment vous voyez les choses évoluer au fil du temps? Donnez-nous un avant-goût de ce qu'on peut espérer. Bien, je voudrais vous dire qu'on a corrigé tous nos problèmes à Santé du Prince-Édouard. Ce n'est pas encore le cas. Vous savez, cette priorité en est à ses balbutiements. C'est seulement lorsque je suis devenue PDG, il n'y a pas très longtemps, que c'est devenu une priorité absolue. Alors, là où on constate des premières étapes tangibles et prometteuses, c'est la quantité de courriels qu'on reçoit de personnes qui disent merci, merci de m'avoir entendu, le fait que vous ayez fait un suivi, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'écoutait, ça me préoccupait. Vous savez, ce qu'on essaie de faire, c'est de donner le ton des hautes sphères de l'organisation. Il y a un jour, quelqu'un qui m'a dit, le PDG ne contrôle pas tellement la culture. C'est de la foutaise en ce qui me concerne. Le PDG a tout à fait le contrôle de la culture et c'est très important que l'équipe direction soit très claire à l'effet qu'on va respecter les opinions diversifiées, qu'on va accepter que chacun ait son opinion, même si elle est contraire à la nôtre. Il y a beaucoup de littérature scientifique par rapport au bien fondé de cette approche. On peut aplatir la hiérarchie, par exemple. Et donc, c'est ce que nous tâchons de faire avec l'équipe de direction pour le moment. Et je dois dire que au niveau du leadership, de la direction, les conversations ont beaucoup changé. On ne plie pas les chines devant l'autorité, plutôt l'expertise. Tout le monde
à son opinion. Les gens ne sont pas retranchés dans leur bureau. Ils se sentent à l'aise de dire, je ne suis pas certain que ceci fonctionnera, ceci m'inquiète. Nous avons lancé une ligne téléphonique sur le bien-être du personnel au beau milieu de la pandémie. On a permis au personnel d'avoir des tests COVID plus rapides. On a fait des centaines de choses. Et ce qui me frappe, et ça m'attriste, honnêtement, c'est la rétroaction que j'ai de la part de personnes qui disent on n'a jamais été traité comme ceci dans le passé. Et de mon point de vue, c'est comme ça qu'on devrait toujours traiter les gens. Alors, ce sera intéressant pour nous. Nous en sommes au début, mais c'est effectivement un axe focal important. Et notre plus grand défi, à mon avis, sera la volonté du public et des politiques. Vous savez, la sécurité du personnel, ça ne crée pas un engouement énorme. On veut toujours parler d'un nouveau programme, d'un nouveau machin, mais notre défi à nous sera de veiller à ce qu'on conscientise les politiques et le public à la chose. Je ne vais pas laisser tomber car c'est fondamental. Je ne veux pas parler de redécorer nos bureaux quand le personnel ne se sent pas en sécurité. Alors voilà où nous en sommes, mais vous pourrez me reconsulter dans quelques années pour que je puisse vous dire si on a fait des progrès ou non. Mais voilà. Désolée, j'étais en sourdine. Merci d'avoir présenté votre point de vue, votre cheminement, Michael, parce que c'est vrai, nous commençons tous à un endroit particulier, mais nous avons tous un chemin à tracer. Et j'aimerais aussi signaler que des ressources intéressantes ont été affichées dans la boîte de clavardage, dont un rapport de l'OCDE publié aujourd'hui qui mentionnait que les travailleurs de la santé au Canada étaient plus susceptibles de dire qu'ils avaient l'impression de pouvoir parler à un gestionnaire qui se sentait plus soutenu que dans d'autres pays. Ce rapport n'est pas tout rose. Euh, je crains de devoir vous le dire. Il y a cependant des besoins criants dans d'autres domaines. Tous les pays, je dois le dire, de ce rapport ont des choses à améliorer et des choses à partager également. C'est une des leçons qu'il faut retenir de ce rapport. Justement, Wendy, je passe à vous. Vous avez vu une évolution par rapport à divers points de vue. Pouvez-vous nous parler de certains des changements que vous avez constatés et parler de ce que disait Michael par rapport aux fondements, les bases qu'il faut jeter? L'évolution, je n'ose pas tellement parler de progrès, est toute une histoire. Je pense au rapport publié en 98-99 de l'IOM. On a fait beaucoup de progrès en matière de sécurité et on comprend mieux les étapes à prendre. Des recherches nous ont permis de voir ce qui fonctionnait peut-être moins bien. Mais permettez-moi de revenir à l'aspect de la culture. La culture est essentielle et j'ai parlé à de nombreux dirigeants qui parlent de leur engagement au service de la culture, à savoir si cet engagement existe et que cet engagement provient du, de la haute direction. Je suis tout à fait d'accord avec Michael que la culture dépend du PDG et du conseil d'administration. Ce sont les hauts dirigeants qui donnent le ton. C'est vraiment à eux de parler d'amélioration de la qualité. La recherche récente nous montre qu'il faut apprendre à gérer le risque, à rendre les choses plus sécuritaires parce que le risque est une constante. Je dois dire que le risque auquel on fait face maintenant en santé est bien au-delà d'une description éventuelle. La pénurie en personnel de la santé est énorme, en plus de la pandémie, en plus du stress, en plus des taux d'occupation élevés dans les hôpitaux. Je crois que nous avons toutes les conditions pour créer des problèmes. Et j'espère que les leçons que nous apprendrons de cette période que nous vivons
qui continuera pendant 3 années en plus, je pense. J'espère qu'on ne perdra pas cette possibilité de dire on a enlevé le cataplasme, le sparadrap, et à présent, nous avons des difficultés exponentielles. Je crains que le système de santé soit moins sûr que jamais auparavant. Mais nous avons une occasion en or. On a l'occasion de déterminer ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est essentiel, ce qui est facultatif et se concentrer sur cette culture. Comment apprendre de ce qui se produit et mettre ses connaissances à profit. Comme patient et comme travers de la santé, les risques, malheureusement, sont astronomiques. Merci, Wendy. Justement, si on pense à cette évolution dans le temps, comme Michael, vous parliez de la culture. Daniel, vous n'avez pas utilisé ce terme dans vos remarques, mais c'était le fil conducteur de votre propos. Peut-être pouvez-vous nous parler de votre point de vue de cette évolution. Quels sont les fondements de cette évolution? Alors, depuis le début de la pandémie, je m'intéresse beaucoup à nos agissements. Avant la pandémie, on disait beaucoup, si vous êtes malade, restez à la maison. On disait, c'est important d'avoir une bonne hygiène des mains. Et ce n'est pas qu'on ne le faisait pas, mais je ne pense pas que les équipes se sentaient soutenues en ce sens. Personnellement, quand je travaillais en première ligne, je n'avais pas l'impression de pouvoir rester à la maison si j'étais malade. J'avais l'impression que je laissais tomber mon équipe et que, donc, on manquerait de personnel. Mais maintenant, c'est une directive, c'est une consigne officielle. Si vous êtes malade, ne venez pas au travail. Donc, les équipes maintenant se sentent appuyées et n'ont plus besoin de prendre cette décision. Est-ce que je laisse tomber mon équipe en restant à la maison et en ne propageant pas le virus hein, ou enfin la maladie qui me terrasse? Donc, on leur donne la possibilité de dire ça n'est pas sûr, je dois rester chez moi et je ne veux pas propager ce qui m'afflige. Alors, je pense qu'à présent, maintenant qu'on a plus de ressources, même si ces ressources sont limitées, maintenant qu'on a plus de ressources pour la sécurité, la gestion des éclosions, ici, on a aussi des tournées de sécurité. Donc, sachant qu'on a plus d'outils à présent, sachant qu'on est humain, sachant qu'on va faire des erreurs à présent, il y a d'autres ressources à notre disposition qui nous permettent de déterminer ce qu'on peut améliorer parce qu'on sait qu'on ne sera pas à 100% tout le temps. Alors, c'est formidable de voir ces ressources qui nous permettent de mieux comprendre les choses sur lesquelles on doit se concentrer et avoir ces conversations tous les jours. C'est formidable de voir que des ressources sont investies pour que les gens se sentent en sécurité et se sentent capables de rester à la maison lorsqu'ils sont malades, qu'ils ne font plus face à la même pression. Dans le passé, on faisait pression sur eux pour qu'ils viennent au travail, même malades. J'apprécie beaucoup votre point de vue, Daniel. Vous avez raison. On peut rédiger quelque chose, ça peut être une règle, mais la réalité parfois ne concorde pas avec les consignes. Et cela me ramène justement à l'analyse qu'on a entendue ou l'analogie du hockey qu'on entendait de Alice. Alors Alice, justement, pouvez-vous me donner votre point de vue? Que pensez-vous des changements que vous constatez, de l'évolution que vous constatez? Maya Angelou dit, faites de votre mieux jusqu'à ce que vous en sachiez plus. Lorsque vous en saurez plus, faites mieux. Et c'est ce qu'on fait depuis le début de la pandémie. Plus on a de l'information sur le virus et sa transmission, on change ce que l'on fait pour se protéger, pour protéger les patients. Et comme Daniel le disait, parfois ce que vous faites le matin ne correspond pas à ce que vous devez faire l'après-midi. Il faut s'adapter rapidement aux changements, aux règles pour maintenir notre protection contre le virus. J'aime beaucoup ce que Wendy et Michael ont dit par rapport au fait que c'est un cheminement, vous savez, on ne veut pas réduire les erreurs de 10%, cocher une case, on a atteint le but. Non,
Ça ne doit pas être un projet avec un début et une fin. Il s'agit de constamment s'ajuster pour que le milieu soit toujours plus sécuritaire pour le personnel et les patients et qu'ils se sentent en mesure de parler et qu'ils n'aient pas peur de dire ce qu'ils voient et qui les inquiète. Il faut instaurer une culture où on remercie les gens de parler des faiblesses qu'ils constatent. Le bulletin récemment publié sur le fait que des vaccins périmés ont été administrés dans certaines cliniques. Tout de suite, on a écrit à l'ensemble des cliniques de la région et on a demandé à ces cliniques de faire un contrôle de leur stock et on a trouvé des vaccins périmés dans 3 autres cliniques. On a pu agir rapidement pour corriger le problème. C'est le genre d'exemple de partage qui peut avoir un effet boule de neige. Il faut faire davantage de cela. Et j'espère qu'on peut parler des erreurs que l'on fait, les partager pour que d'autres ne les commettent pas. Merci beaucoup pour cet exemple, Alice. Ça montre bien la sécurité psychologique qu'ils font. Il faut non seulement dans un organisme, mais également dans la collectivité et le secteur. Je souhaite justement remercier les personnes qui, dans la boîte de clavardage, partagent des ressources, entre autres les nouvelles normes en matière de santé et de soins de longue durée qui viennent d'être publiées. Alors, moi, je pourrais parler de de ce sujet, cette thématique pendant des heures et des heures. Je vois qu'Alice s'est munie d'un café, elle est prête aussi. Mais si vous avez des questions, des observations, cher public, veuillez les saisir dans la boîte de clavardage. On veut vous intégrer à la conversation. Alice m'a permis d'amorcer ce virage. Je veux parler des exemples positifs, des choses qui ont bien fonctionné, qui permettent d'améliorer la sécurité du personnel et qui ont un impact par voie de conséquence sur la sécurité des patients. Alice nous en a donné un exemple. Wendy, peut-être qu'on peut parler du point de vue des patients. Qu'avez-vous constaté qui soit positif et qui pourrait être utile pour d'autres personnes? Alors, point positif. Je pense qu'il y a des lueurs d'espoir, mais honnêtement, j'ai du mal du point de vue du patient à parler de points positifs. Du point de vue des réseaux de santé, on a des normes de soins en matière de crise. C'est un peu malheureux, mais bon, il faut bien, j'imagine. On est passé aux soins virtuels également. Et pour certains cas très précis, c'est pertinent et utile, mais je m'inquiète beaucoup de ce que l'on rate en raison des évaluations virtuelles. Je vous donne un exemple personnel. Il y a quelques jours, une collègue qui, un collègue qui a 50 ans et qui avait des visites virtuelles avec son médecin depuis le mois de septembre. Il a eu enfin une imagerie récemment. Il a un cancer qui s'est propagé. On l'avait traité avec des antibiotiques et maintenant, il a un cancer métastasé. Vous savez, je me demande, on se dit, ah, le virtuel, ça épargne du temps, de l'argent, mais que se passe-t-il si vous ratez quelque chose d'important? Vous savez, lorsque vous voyez quelqu'un en personne, il y a des aspects de la communication qui ne peuvent pas être remplacés par le virtuel. Alors, je pense qu'il faut examiner de très près. On a fait basculer nos méthodes dans un domaine. Comment veiller à ne pas aller trop loin? Et l'autre chose que j'évoquerais, c'est que il faut faire attention de ne pas trop déléguer aux familles. Je pense que en soins ambulatoires et hospitaliers, les patients sont souvent accompagnés d'un membre de la famille et le personnel, parfois, délègue trop. Les membres des familles ne sont pas
outillés pour prendre en charge un patient. Et j'ai entendu des gens dire que les médecins et les infirmiers ne vont pas ausculter les patients lorsqu'un membre de la famille est présent. Ils se disent, il y a quelqu'un, donc inutile. Alors, nous avons beaucoup appris, mais je pense qu'il faut avancer à la lumière de, de nos bilans. On a peut-être introduit des risques avec les nouvelles technologies. Alors, je pense qu'il faudra surveiller tout cela de près. Merci pour vos réflexions, Wendy. C'est vrai, il faut comprendre l'équilibre entre les risques et les possibilités et comment voir les changements qui sont produits, quels sont les éléments sur lesquels on veut miser parce qu'ils ont bien fonctionné et quels sont les éléments où il faut dire non, peut-être qu'il a fallu le faire momentanément, mais il faut un parcours différent cette fois-ci. Michael, vous avez travaillé dans diverses instances, vous avez des points de vue très variés. Quelles sont les lueurs d'espoir, les points positifs, hein, mais à la lumière des risques évoqués par Wendy également? Oui, écoutez, je suis d'accord avec Wendy. C'est une période très sombre hein, pour le moment. On en a tous vraiment marre depuis 2 ans de pandémie. Inutile de se le cacher. Nous sommes sur le point d'avoir une visite d'Agrément Canada en juin et les gens se disent, ah, ça n'est pas possible, ça va reprendre en plus de tout le reste. Tout le monde est un peu secoué. Vous savez, dans d'autres domaines, je vois d'autres lueurs d'espoir. Et à mon avis, il s'agit d'autonomiser la première ligne. Pas seulement adhérer à un projet, mais le mener. Dans le passé, on, on s'en remettait beaucoup trop au leadership. Je pense à du travail qui a été fait dans l'État de New York où on a réduit les chutes et glissades, les escarres. Beaucoup de choses ont été faites simplement avec un changement de culture. Ça n'était pas des choses coûteuses. On a changé la façon de fonctionner. Quand j'ai travaillé avec Hygiène des mains Nouvelle-Zélande, on avait un nouveau programme d'hygiène des mains pour l'ensemble du pays, pour tout le pays de la Nouvelle-Zélande. Après avoir eu des échecs répétés, d'un coup, les gens ont compris qu'ils avaient les connaissances nécessaires pour corriger le problème, mais on n'avait jamais eu de conversation. On leur avait toujours dit quoi faire. Et donc, quand je disais un peu plus tôt que les moments sont sombres, oui, parce que on est, on a renoué avec cette attitude, on va vous dire quoi faire. Je pense aux consignes de santé publique. Vous avez des centaines de pages à lire pour savoir comment gérer le virus. On est bien loin de dire aux gens, que pensez-vous qu'on devrait faire? Voici les faits. Avez-vous une solution? Avez-vous une idée, une suggestion? Mais à mon avis, lorsque la première ligne commence à être habilitée à proposer des idées plutôt que de leur imposer des solutions, quand vous commencez à le constater, c'est là que vous pouvez vous sentir inspiré. Et c'est le moyen de sortir de cette crise. Mais c'est difficile pour les organismes de santé de le comprendre. C'est beaucoup plus facile de dire, on va appliquer ce nouveau protocole, on va rendre cette formation obligatoire, mais on ne s'attaque pas au cœur du problème, c'est-à-dire que les gens doivent adhérer à la solution. Et donc, quand ça marche, à mon avis, c'est remarquable les progrès qu'on peut faire. Et c'est ce que j'essaie de faire ici. Comme je disais, on verra bien. J'aimerais justement
me pencher sur une observation dans la boîte de clavardage. Patricia dit, comment maintenir ce genre d'initiative de qualité malgré l'urgence de la COVID et malgré les moments très difficiles que l'on vit? Comment veiller à ce que cela ne soit pas mis de côté, qu'on devienne carrément hiérarchisé pour tout ce que l'on fait? C'est difficile, vous savez. Pour moi, une des stratégies a été l'établissement de priorité. Qu'est-ce qu'on peut arrêter de faire et qu'est-ce qu'on doit continuer de faire? C'est difficile de dire à votre personnel de première ligne qui a trop peu de ressources, qui a des heures supplémentaires imposées, qui se sent épuisé. On va continuer de faire tout ce qu'on a toujours fait. Maintenant, on va ajouter en plus toute cette couche COVID. C'est impossible. Alors, on s'est demandé, y a-t-il autre chose que l'on puisse arrêter de faire pendant 6 mois et veiller à ces choses que l'on arrête de faire soient moins importantes pour pouvoir se consacrer aux choses plus importantes qu'on ne peut absolument pas mettre de côté. Alors, je pense que faire participer les gens à ces conversations, parce que je ne prétends pas avoir toutes les réponses moi-même, mais on peut demander aux gens ce qu'à leur avis, il faut continuer de faire et ce qu'on doit peut-être arrêter ou freiner. Dire aux gens que vous reconnaissez qu'ils sont vannés et leur faire place, à mon avis, c'est un enjeu de sécurité, c'est-à-dire que vous leur donnez la capacité de se concentrer sur autre chose. Mais ça n'est pas facile. Je ne vais pas recommander que vous commenciez un nouveau programme d'hygiène des mains au beau milieu de cette pandémie et que vous fassiez de nouvelles méthodes de bilan comparatif des médicaments maintenant. Non, non, ce n'est pas possible. Il faut être conscient de la charge actuelle. Merci pour ces réflexions, Michael. Daniel, vous faites sans doute face à ces difficultés en Saskatchewan aussi. Avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, une initiative importante qui s'est produite, même si on ne veut pas ajouter trop d'initiatives, celle-ci était quand même cruciale dans notre autorité sanitaire. Et d'ailleurs, ça m'échappe pourquoi on ne l'a pas fait avant, c'est les caucus quotidiens. Vous savez, dans le passé, on encourageait les caucus entre les équipes, mais ça n'allait pas vraiment au-delà de cela. Alors, le gestionnaire disait, par exemple, on n'a pas suffisamment de contacts. Maintenant, on a un caucus quotidien. Alors, si vous n'avez pas encore des caucus quotidiens, c'est le temps de les démarrer. C'est le point de contact avec l'équipe tous les matins où je rencontre mon équipe de gestionnaires et eux ont déjà rencontré leur équipe sur le terrain pour savoir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on est en sécurité, qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'il faut changer à l'heure actuelle. C'est pas une semaine plus tard, c'est dans le moment. Et 30 minutes après, j'ai un appel avec les autres dirigeants disant voici les problèmes d'aujourd'hui. Et ça a été un ajout important pour l'équipe, un ajout important pour qu'on reste au fait de ce qui se passe, pour qu'on puisse aider nos équipes et qu'on puisse pivoter, euh, réaffecter des ressources aux besoins le même jour. Et à mon avis, c'est très avantageux. Et ça se fait à l'échelle de la province. Enfin, je pense à l'échelle de la province. Certainement dans le sud de la province où je suis. Et c'était une directive. Des caucus qui remontent le long de la chaîne hiérarchique. C'est une excellente manière de faire la promotion de la sécurité psychologique. Merci d'avoir partagé cette pratique. C'est intéressant de voir comment parfois on adepte certaines choses et on se dit, ah, vraiment, c'est une valeur ajoutée. Je me demande pourquoi on ne le faisait pas avant. Alice, je pense que vous voulez intervenir aussi, n'est-ce pas? Vous savez, j'aimerais justement ajouter quelque chose. J'aime bien l'idée de Daniel par rapport au caucus qui remonte la chaîne hiérarchique. Une chose que j'ai constatée depuis quelques années, une stratégie qui, à mon avis, gagnerait à être faite plus souvent, c'est la participation du patient à ses soins. Vraiment permettre au patient d'être le premier point de détection des erreurs, c'est-à-dire rien sur moi sans moi, encourager le patient à parler s'il voit quelque chose qui ne va pas. Lorsqu'on partage ces récits,
Lorsqu'on a lancé le site web mederror.ca, on a vu beaucoup de gens déclarer des erreurs de médication dont on n'était pas au courant. Et ces expériences, ces récits peuvent nous aider à comprendre comment mieux protéger les patients en aidant le personnel à ne pas faire ces erreurs. Les patients disent, on veut simplement parler de notre expérience pour que personne n'ait besoin de vivre la même chose. Ils veulent savoir ce qu'on fera pour empêcher ce genre d'erreur, pour empêcher qu'elle ne se répète à l'avenir. C'est un rôle important pour le patient. Merci Alice. Tout à fait, Wendy, je vais vous céder la parole et en même temps, je vais vous demander d'inclure une réponse à une question qui nous parvient de la boîte de clavardage. Comment savoir si vous êtes dans une organisation où vous pouvez parler sans embâge? Eh bien, j'aimerais justement rebondir sur la question des caucus. Il est important d'avoir la voix du patient. C'est un moment où c'est essentiel, c'est bien en plein milieu d'une pandémie. Alors, il faut participer, le patient, et également à ces caucus qui remontent la chaîne hiérarchique. C'est très important. Plutôt que dire, ah, est-ce qu'on a le temps de consulter le patient? Non. Je pense qu'il nous incombe à tous de le faire parce que euh, le patient est également une forme de sécurité. C'est une mesure de sauvegarde, un dispositif de sécurité. Jen, vous aviez une autre question? Oui. Alors, quand peut-on savoir si la culture est effectivement sécuritaire? Comment savoir si les gens se sentent en sécurité de participer à ce genre de conversation? Comment savoir s'il y a une culture de la crainte? C'est bien d'avoir des caucus qui remontent le long de la chaîne hiérarchique, mais il est important de veiller à ce que les gens se sentent capables de parler. Avez-vous vu des moyens par lesquels on peut déterminer si effectivement c'est sécuritaire? Comment faire la promotion de la sécurité pour que les gens se sentent capables de participer? Je vais commencer et je vais céder la parole aux autres. Je pense que ça fait partie de la culture. C'est pas bon, soyez en sécurité. Non, non, les gens le savent. Si, quand ils font une observation, les gens sont réceptifs, ils le savent. Tout cela fait partie de la culture. Ce n'est pas seulement une boîte à cocher. C'est vraiment un ton qui ruisselle dans l'ensemble de l'organisation. Et il faut donner le ton et veiller à ce que ce soit uniforme. Si vous avez un gestionnaire qui n'adhère pas à la culture, ça n'ira pas. Ça minera vos efforts. Alors, il faut que l'ensemble de l'équipe adhère à cette philosophie. Et je pense que les patients et leurs familles le verront aussi. Ils vont avoir l'impression rapidement s'ils sont en sécurité ou non. Vous avez raison. Les patients le sauront. Un proche m'a dit récemment que lui ne parle que de problèmes au compte-gouttes parce qu'il n'ose pas soulever tous les problèmes d'un coup, parce il a peur que ce soit mal perçu. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait justement renchérir là-dessus? Comment savoir si la culture est sécuritaire ou non? Michael, je dirais honnêtement, les organisations pour lesquelles j'ai travaillé, avec lesquelles j'ai travaillé, c'est relativement évident si vous êtes assez ouvert. Je ne pense pas que ces choses soient forcément cachées. Elles sont cachées au grand jour, si vous voulez. Si vous enlevez vos ornières, vous le verrez. Depuis que je suis à l'île du Prince-Édouard, j'ai participé à beaucoup de post-mortem de sécurité et on voit tout de suite le langage corporel. On arrive à lire entre les lignes comment le problème s'est-il présenté, comment a-t-il été pris en charge. Et lorsque je fais des observations comme je ne suis pas ici pour vous juger, nous travaillons dans un système adaptatif complexe. Je ne suis pas ici pour vous juger, je veux simplement savoir comment on peut s'améliorer. Et si les gens
semble déboussolé, vous savez très bien que jusqu'à présent, ça a été plutôt une culture du blâme. Les gens ou les leaders ont du mal avec la culture parce que ça paraît nébuleux. C'est là qu'ils vont embaucher un expert conseil qui va leur dire comment apporter un correctif à la culture alors que c'est une perte d'argent et de temps. C'est aux dirigeants de s'accaparer du dossier. Il n'y a rien de magique, mais ça n'est pas facile. Et c'est beaucoup plus facile de faire appel à un expert conseil ou d'avoir une série de listes de contrôle et de se frustrer parce que les listes de contrôle ne fonctionnent pas. Je ne pense pas qu'il y a d'autres moyens de régler le problème. Il faut traiter de la culture. Et c'est évident, à mon avis. Merci, Michael. Daniel, à vous. Oui, je voulais simplement renchérir. Comme dirigeant, lorsque vous vous adressez à votre équipe et que vous savez que les conversations sont honnêtes, est-ce que vous avez vraiment l'impression que les gens sont honnêtes avec vous ou est-ce que vous avez l'impression que les gens n'arrivent pas à être parfaitement honnêtes, qu'ils se retiennent? Et ensuite, s'il se produit une erreur, c'est sans doute en raison d'un processus. Alors, quel est le processus qu'il faut ajuster? C'est pas la faute d'une personne. C'est pas qu'une personne n'est pas compétente, c'est très rarement le cas. C'est généralement une défaillance du système. Qu'est-ce qui ne permet pas aux gens de s'acquitter de leurs fonctions convenablement? Quelle est cette lacune que l'on puisse corriger ensemble? Je pense qu'il faut avoir une culture de la reddition de comptes aussi. Moi, je serais inquiète si je ne recevais jamais de compte rendu, si tout le monde disait non, non, il n'y a pas de problème de sécurité, tout va bien, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Depuis 2 semaines, là, je dirais non, je ne vous crois pas parce que nous sommes humains. Il y a toujours des erreurs, il y a toujours des choses à améliorer. Alors, lorsque j'ai une équipe qui dit voici un problème, voici un autre problème, alors je sais que leur équipe également parle de ce qu'elle voit. Et je pense que cela en dit long sur le genre de culture que vous avez autour de vous. Merci beaucoup pour ces réflexions, Daniel. Je pense que ça s'inscrit bien dans une observation de Marlise dans la boîte de clavardage. Si tout le monde hoche de la tête en disant tout va pour le mieux, pour le meilleur des mondes possible, vous savez qu'il y a un gros problème. Parce qu'on sait qu'en fait, il y a anguille sous roche si on n'a jamais de problème. Et ça rejoint ce que disait Michael, c'est-à-dire que on a cette impression, c'est un ressenti. On sait si les gens sont à l'aise ou non. Michael? Oui, justement, pour rejoindre ce que disait Marlise, on sait rapidement dans quelle culture on se trouve si on va dans une réunion avec les gens et qu'ils vous disent ouvertement ce qui ne va pas, ce qui cloche, et ils sont peut-être même en colère parce qu'ils sont frustrés. Mais pour moi, c'est un bon signe lorsque vous êtes devant des gens qui se murent dans le silence, c'est encore beaucoup plus terrifiant. Vous vous dites, on balaie tout sous le tapis ici. Et c'est un message clé dans notre plan stratégique. On veut faire remonter à la surface ce conflit, faire remonter à la surface ces désaccords pour avoir des conversations honnêtes les uns avec les autres. Et pour moi, ça signifie que vous vous améliorez. Ça ne doit pas être mal interprété comme oh, ces gens sont tout simplement difficiles. Non, on veut que les gens s'expriment. Tout à fait, oui. Et en ce qui me concerne, si les gens verbalisent leur opinion, ça signifie qu'il y a un espoir et une volonté de changement également. Il y a aussi une observation dans la boîte de clavardage qui concerne de Nancy les défis de la participation des familles dans le climat actuel et avec les restrictions actuelles. On le voit à l'échelle du pays tout à fait. Et pour ceux qui veulent travailler à ce défi en particulier, il y a toute une série de ressources disponibles. Je pense que un de mes collègues voudra peut-être
inclure cela dans la boîte de clavardage concernant la réinsertion des familles de manière sécuritaire dans le milieu de soins. Wendy, oui, vous savez, il y a la question du téléphone. Par exemple, si la famille n'est pas autorisée à être présente au minimum, ayez la famille au téléphone sur le mode main libre pour que la famille puisse soutenir le patient parce que vous avez besoin d'une autre paire d'oreilles. Le patient a peut-être besoin de temps pour assimiler ce qu'on lui dit. Alors, il est important de faire appel à d'autres moyens. Ce n'est pas parce que les familles ne sont pas autorisées à être présentes que vous ne pouvez pas trouver un moyen de les intégrer. Comme je le disais, au téléphone, par vidéo, enfin, ça n'a pas d'importance, mais il nous incombe à nous tous de veiller à ce que la famille soit présente. Moi, je suis proche aidante essentielle pour ma mère âgée et c'est important pour moi d'être présente lorsqu'elle rencontre les prestataires de soins. Il nous faut ce genre de stratégie pour ne pas mettre de côté les connaissances des familles. Alice? Oui, je voulais revenir à la question. Comment sait-on si la culture est sûre et sécuritaire? Si quelqu'un partage une préoccupation, généralement, la réponse des supérieurs doit être merci, merci d'avoir exprimé cette préoccupation. Il faut que la direction prenne acte de ce que vous dites, que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. C'est ce qui encourage les employés à parler davantage. Il faut fermer la boucle, si vous voulez, et ça permet de rebondir un peu sur ce que disait Wendy un peu plus tôt, c'est-à-dire que il faut avoir un engagement global et pérenne. Alors, notre heure s'est écoulée rapidement. J'ai du mal à croire que ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. On a peut-être l'occasion d'entendre quelques réflexions, quelques ultimes réflexions très rapidement. Si vous mourrez de dire quelque chose, chers panélistes, dites-le, c'est l'occasion. Si vous faites partie du processus, vous pouvez aussi ajouter quelque chose dans la boîte de clavardage. Alice puis Wendy, concevez et mettez en œuvre des solutions qui font que c'est impossible de faire quelque chose de mal et aider les employés chemin faisant. Ayez une culture de partage. Ah, vous en avez beaucoup dit en peu de temps. Merci. Wendy, j'allais dire, on s'est beaucoup concentré sur la sécurité du personnel et problèmes de ressources humaines, mais on ne parle pas assez de sécurité des patients et des risques. Quel est notre message pour les patients? Comment conseille-t-on nos patients par rapport à la réalité? Quels sont des conseils qu'on peut leur donner? Quel est ce message? On n'a pas de message pour eux. La dernière observation que je ferai, c'est on est à risque à l'heure actuelle de minimiser, de réduire les normes en matière de sécurité. On ne veut pas abaisser nos normes. On doit plutôt renforcer ce qu'on possède déjà. Il ne faut pas accepter de baisser la barre de la sécurité sous aucun prétexte. Oui, je vois que tout le monde hoche de la tête. Daniel? Oui, je pense que ce qu'il faut retenir de cette conversation, c'est important de parler, qu'il s'agisse de conférences de soins, de caucus qui remontent, les liens hiérarchiques, la participation des familles. S'il a une possibilité de parler et d'écouter, je pense que vous devez saisir cette occasion à pieds joints. C'est là que vous entendrez vraiment comment se produisent les choses et que vous pourrez apporter des améliorations. Merci. Michael, avez-vous une dernière chose à dire, puis nous conclurons. Oui, alors mes conseils seraient quand vous cherchez à tenir compte d'une préoccupation, faites appel à des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Faites venir des opinions très diversifiées, surtout le personnel de première ligne, pour qu'ils vous donnent l'heure juste. C'est le meilleur moyen d'avancer. L'approche conventionnelle, descendante, ne donne rien. Merci beaucoup.
bon rappel sur lequel conclure. Merci à vous tous. Merci à tous nos panélistes. Merci à tous ceux qui avaient été des nôtres pour participer à ce webinaire, qui avaient ajouté des ressources dans la boîte de clavardage. Et merci à notre équipe qui a permis à ce webinaire d'avoir lieu. J'apprécie beaucoup tout ce que vous faites. Merci à tous infiniment. Prenez bien soin de vous. Restez au chaud également. Merci. Au revoir.